Nous sommes le vendredi 20 décembre et nous vous devons un grand merci pour votre générosité et votre confiance. Votre soutien est notre plus beau cadeau. Mais malheureusement, il n'est pas encore suffisant. Nous n'y sommes pas. TV Liberté ne vit que des dons de ses téléspectateurs. La chaîne n'appartient à aucun lobby, aucun parti, aucun milliardaire, aucun oligarque. Elle vous appartient. Pour qu'en 2020, TV Liberté poursuive son ascension et frappe plus fort. Aidez-nous maintenant et avant le 31 décembre. C'est ensemble que nous sommes solides. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là, enfin une nouvelle saison. On va avoir des petits changements cette année parce que beaucoup de téléspectateurs ont trouvé que certains sujets n'étaient pas assez approfondis, donc sous la pression de la direction de TV Liberté, j'ai cédé. Nous allons maintenant voir un seul sujet, une seule année par émission. Et on va partir cette année pour 2010 exactement, pour cette nouvelle formule. Alors pour cette émission, plaisir d'avoir notre ami et collègue Olivier François. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Ça va très très bien. Mon cher Olivier, une fois pour toutes, je m'appelle Patrick. Patrick, excusez-moi, j'ai du mal, j'ai toujours confondu les Patrick et les Pascal. C'est pas très grave, Jean-Claude. J'ai le plaisir aussi d'avoir Christophe Antonin. Alfonsino, vous voyez. Voilà. Ouais, vous voyez, moi, vous ne voyez pas la poutre, mais la paille dans votre œil. Je ne me trompe pas dans les prénoms. Et on a bien sûr le plaisir d'avoir notre rédacteur en chef, le grand, le plus beau, François Bousquet. Vous avez en plus de l'actualité, François, depuis 3-4 semaines est sorti un petit livre. Oui, sur la question du courage. Hein. Un mot, plus achetez-le pour qu'on puisse en débattre, hein, mais c'est le sujet central pour nous. Voilà. Et François, il y a 3-4 semaines, en a parlé dans l'émission Le Plus d'éléments. Je confirme, je confirme. Et c'est brillant. Il faut l'acheter. Vous allez à la nouvelle librairie. Voilà, petit générique pour l'année 2010. Merci pour la promotion. Pas de rien. En fait, on fait ça que pour votre livre. Hein. Mais on va parler aussi de l'année 2010. Pourquoi l'année 2010 ? L'année 2010, il y a aussi un petit livre, mon cher François, qui est sorti. Alors, 2010, il faut savoir que ça a été l'année des catastrophes naturelles. Il y a eu plus de 300 000 morts, des tremblements de terre à Haïti, etc. Enfin, on s'en fout un peu, mais pas complètement. Ça permet sur le plan d'information de dire quelque chose. Mais c'est en octobre que va sortir un petit livre, à peine 30 pages, et ce livre va être une véritable révolution dans l'édition. On n'a jamais vu ça. C'est le fameux « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Alors, mon cher François, racontez-nous un peu la genèse de ce livre qui a été un phénomène quasiment mondial. Oui, on peut le dire. Je crois qu'il s'en est vendu 10 millions en tout et pour tout, ce qui est colossal. Hein. Ça a été édité par une petite maison montpelliéraine, non, même pas une maison, par un libraire hein, qui avait une petite dépendance éditoriale. Hein. Les éditions indigènes, hein, tout un programme, hein, mais on y reviendra, et qui n'avait pas programmé ce succès-là, absolument pas, puisqu'elle n'était pas structurée pour produire un bouquin, en telle quantité. Un bouquin, c'est une brochure, hein, qui était, en tant que brochure, il pouvait apparaître sur toutes les caisses des librairies. Et le succès était à la fois attendu et inattendu. Il n'a pas été préparé, puisque c'est le sujet de Stéphane Hessel depuis plus d'un demi-siècle. Hein. Peut-être qu'au préalable, il faudrait faire esquisser très rapidement un portrait de Stéphane Hessel pour comprendre le succès de ce livre-là et de quoi est-il nourri. L'homme des droits de l'homme en France, c'est René Cassin et Stéphane Hessel. Hein. René Cassin, peu de gens connaissent, hein, mais en fait, il y a plus de lycées ou de collèges René Cassin en France que de lycées Victor Hugo. Donc c'est dire à quel point c'est devenu une problématique importante, cette question des droits de l'homme. En 2010, Stéphane Hessel est un peu connu. Très peu, mais très peu, en fait. Très peu, Patrick, moi très peu. Moi je ne le connaissais pas, pour tout dire. Je connaissais Cassin. Je
savez pas qu'il avait été un des co-rédacteurs de la charte de 1948. Oui, on l'a toujours présenté comme ça. En fait, il n'est pas tant que ça, mais il a grenouillé pendant 60 ans dans la diplomatie publique, la diplomatie des droits de l'homme. Mais il faut présenter le personnage, parce qu'il est très étrange. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, de le rencontrer. Donc, fait partie de ces vieux ou de ces vieillards qui ont une carcasse en titane. Quand je l'ai rencontré, il m'a physiquement impressionné. Il doit avoir 80 ou 85 ans. Il avait une voix métallique. Il était beau. Il était digne. C'est un vieillard magnifique. Et sa vie est romanesque. Je vais parler de sa vie. Sa vie est incroyablement romanesque. Et pour autant, tout ce qu'il écrit était d'un chiant absolu. Chiant comme la pluie. Dès qu'il sortait toutes ses paroles, la voix était mélodieuse, métallique, magnifique, mais le propos était d'une niaiserie invraisemblable. Et pour présenter le bonhomme, il appartient à toute cette bourgeoisie juive allemande qui a été luthérianisée. Soit c'est des conversions de confort, mais la plupart du temps, c'était des conversions par assimilation à la culture allemande. On a la même chose en France. Il y a un mariage judéo-allemand, il y a un mariage judéo-français, Proust, Durkheim, Mauss en France, Proust pour la conversion, pas Durkheim et Mauss. En Allemagne, Husserl est né de parents, famille d'origine juive, mais de parents luthériens, lui-même luthérien. C'est une famille juive, les SL, mais convertie au luthérianisme par le père, et élevé dans la religion luthérienne, la grande bourgeoisie. Il vient en France parce que, il faut le dire, sa mère, la mère de Stéphane Hessel, était une figure... une aria des milieux d'avant-garde, et elle était amoureuse d'un auteur français qu'elle a suivi en France, il en sortira ce livre Jules et Jim que les gens connaissent à travers le film de Truffaut, Jules et Jim, mais au départ c'est un livre, que je ne dis pas de bêtises, de René... le nom est compliqué, c'est René et quel René Rocher, le patronyme c'est Rocher. Elle le suivra en France. Pierre-Louis Roche. Et Stéphane Hessel ira en France. En France, à l'âge de 15 ans, il va rencontrer Picasso, Braque, toute l'avant-garde. Il va rencontrer Breton, tous les surréalistes. Il est tellement brillant, ce garçon, de culture allemande, mais également francophone et francophile, qui se présente comme étranger à Normal supérieur. Il réussit le concours. Entre-temps, il est naturalisé français, donc il ne peut plus rentrer dans le quota des étrangers de Normal Sup. Il représente le concours de Normal, qu'il réussit haut la main. Donc on voit un personnage, le personnage que j'ai vu à 80-85 ans, magnifique, rayonnant, le vieillard hugolien, la bouche d'or. Et comment se fait-il qu'un tel personnage, qui soit aussi romanesque, ait une œuvre kantienne aussi démoralisante? Parce que lire Stéphane Hessel, c'est tomber sur un ciel dépressionnaire qui vous tombe dessus. C'est d'un ennui abayé, c'est abayé. Comment se fait-il que cet homme qui a été choisi par les dieux, élu par les dieux, ait pu produire une œuvre aussi médiocre? Eh bien, parce qu'il est fasciné par les droits de l'homme. On néglige que un des personnages les plus importants du XXe siècle est l'épouse de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui est aussi importante que Simone de Beauvoir pour les droits civiques, mais pour les droits de l'homme surtout. Elle a été la représentante des Américains pour l'écriture de la charte de 1948 universelle, donc la charte des Nations Unies sur les droits de l'homme, à laquelle René Cassin a été associé. Les deux principaux rédacteurs, c'est Roosevelt femme et René Cassin. Et c'est la matrice intellectuelle de la pensée de Stéphane Hessel, c'est-à-dire c'est la religion d'un temps sans religion, les droits de l'homme, mais on va en reparler. Donc c'est pour présenter les ambiguïtés des personnages, tout n'est pas à jeter chez lui. J'ai beaucoup lu à l'époque qu'on citait le mot de Nietzsche sur l'indignation, que c'est le propre des menteurs, etc. En fait, l'indignation a des vertus. Bernanos passe l'essentiel de l'œuvre de Bernanos, c'est l'indignation. Il y a un grand philosophe qui a montré en quoi la colère et l'indignation sont une passion politique, c'est Aristote. Donc il y a une grande indignation. Il y a des choses qui sont révoltantes, il y a des choses qui sont injustes. Donc je ne vais pas accabler Stéphane Hessel sur ce point-là. Il faut s'indigner aussi. Il faut s'indigner du mensonge, des écarts de richesse. Tout n'est pas à jeter chez lui, puisqu'il a été sur la question palestinienne, il a fait valoir un point de vue qui n'est pas celui des néoconservateurs. Tout aurait pu faire de lui un néoconservateur. Il aurait pu être un Bernard Kouchner bis, droits de l'homme, wilsonisme, guerres humanitaires, c'est ça, Stéphane Hessel. Mais sur certains chapitres, ça n'est pas un néocon. Sur certains chapitres, en particulier la question palestinienne, il a pris des réels risques. Et il ne cède pas. Et jamais cédé. Jamais cédé. Alors moi, j'aimerais reprendre François sur cette question palestinienne, parce qu'il y a aussi des manières, à mon avis, contestables d'être anti-israélien. Et je pense que chez Hessel, vous parlez de son droit de l'hommisme, je pense que ce qu'il n'appréciait pas dans Israël, c'était justement
cette idée, vraie ou fausse, qu'Israël, c'est un État-nation qui se défend avec une armée, etc., et que le Palestinien, c'est une figure christique, c'est une figure du sans-terre, c'est la figure du martyr, au fond, c'est le juif de substitution, en quelque sorte. Donc, je sais, il y a une ambiguïté aussi dans un certain antisionisme. On va aimer les Palestiniens, non pas parce qu'ils auraient le droit d'avoir une terre, une nation, un État, mais parce que ce sont des victimes, avec un grand V. Nous sommes d'accord. Cela étant, il aurait pu être que Caroline Forrest, et il a été aussi Edgar Morin. Et il est évident qu'on peut faire une critique au bazooka également des facilités de l'univers dominé par les figures de bisounours qui est désormais l'univers d'Edgar Morin. Mais il n'est pas Caroline Forrest, il n'est pas Pascal Bruckner, il n'est pas un néocon. Il n'est pas un type qui appelle à jeter un tapis de bombes sur les populations irakiennes. Alors, quand ce petit livre sort, est-ce que c'est le hasard ou pas, mais c'est un livre qui va d'effrayer la chronique partout. Et je lisais que même en Allemagne, on va énormément en parler, alors que le livre n'est même pas encore traduit. Exact, mais il fait la une de tous les journaux à l'époque. C'est dû à quoi? Parce qu'il touche l'air du temps, il est au cœur de l'air du temps. C'est étrange comment les droits de l'homme, la problématique des droits de l'homme surgit en Occident il y a 250 ans. Mais elle met 2 siècles, c'est le livre d'Alain de Benoît qui est le livre le plus clair, le plus accablant sur le sujet, c'est le bouquin de Benoît, publié par Crisis Éditions, je crois. Elle met 250 ans à... réédité chez Pierre-Guillaume de Roux aussi. Ouais, elle met 250 ans à passer de l'obscurité à la lumière. Mais cette problématique, elle est pensée au XVIIIe siècle, les grandes utopies universalistes, le progressisme des Lumières, l'idéologie maçonnique, c'est le cœur du maçonnisme, les droits de l'homme. C'est le dieu homme. C'est vraiment. Mais pendant 250 ans, elle a été mise de côté. Pourquoi elle est mise de côté? Parce qu'il y a la montée des revendications nationales, il y a la conscription, il y a les 2 guerres mondiales. Donc on va les mettre de côté. Mais c'est une révolution de la sensibilité qui, d'abord, elle est silencieuse, on la voit pas. Au long cours, au très long cours, parce que ça fait 300 ans qu'elle travaille en profondeur les sociétés. Mais elle n'apparaît que dans les années 1970, avec en France en particulier, la France sera un des pays pionniers de cette politique des droits de l'homme. Hannah Arendt appelait ça une politique de la pitié, et Marcel Gauchet appelle ça une impolitique de la pitié. Elle apparaît en 1970, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de classe d'âge appelée sous les drapeaux. Les derniers, c'est l'Algérie. Il n'y en a plus après. On rentre vraiment dans une sorte, dans le rêve de Kant d'une paix perpétuelle, d'une paix universelle, du moins le croit-on. Et cette idéologie, cette religion de substitution se met en place. Elle se met en place dans les écoles. C'est la religion du SNES. Le SNES, c'est le syndicat des professeurs. C'est la religion des journalistes. Ça n'est pas la nôtre, puisque, je le redis, moi, dès que je lis la Charte des droits de l'homme, la Charte fait de nous un homme allocataire, un homme à droit. Je n'ai plus que des droits, mais simplement ça induit un changement de paradigme idéologique qui prend 3 siècles, je le redis, pour se mettre en place. C'est qu'au préalable, on vivait sur Corneille et Centrale pour ça, je trouve l'œuvre de Corneille. Quand vous lisez Corneille, le Cid, plus personne ne lit Corneille aujourd'hui. Parce que Corneille, c'est l'ancienne vision du monde. C'est là une vision qui repose sur une éthique des devoirs, sur l'éthique de l'honneur, sur l'éthique guerrière, sur l'héroïsme. Et aujourd'hui, il y a un effet de bascule sur notre essentiel de notre éthique, c'est une éthique des droits. C'est donc une éthique de l'allocation. On est des hommes allocataires, on fait alors un droit opposable à toute chose. Moi, dès que je lis ça, ça me tombe des mains. J'ai l'impression que, je le redis, c'est chiant comme la pluie. J'ai l'impression qu'un ciel dépressionnaire me tombe dessus, que je suis accablé par une migraine très lourde. C'est une religion qui sans âme. Mais de fait, c'est la religion de l'éducation nationale. C'est la religion de... Pardon, je te laisse la parole. Non, religion qui va jusqu'à toucher dans ces années-là, y compris d'ailleurs l'Église catholique, qui pendant très longtemps a contesté la religion des droits de l'homme au long de ses doctrines sociales ou de sa doctrine religieuse. J'ai vu d'ailleurs récemment des catholiques nous expliquer que les homosexuels avaient des droits sur l'Église, avaient des droits à être reconnus. Personne ne le conteste d'ailleurs. Il y a toujours eu de grands homosexuels catholiques, je pense à Massignon ou à Mauriac, même si c'est plus compliqué, mais pour montrer que ça va jusque dans cette religion des droits de l'homme touche même des milieux ou des institutions qui en avaient été épargnées. Alors, il arrive aussi au bon moment, on est en 2010, ça fait 2 ans qu'il y a eu la crise de 2008, les gouvernements de toute l'Europe font des économies draconiennes, et ce petit livre va devenir le symbole en Espagne, et il va prendre même le nom, les Indignados, va reprendre le nom du livre. Oui, il a vraiment touché
de manière involontaire, hein, parce qu'on ne peut pas le soupçonner d'être un arriviste. Ça n'est pas un arriviste. Pour l'avoir rencontré, alors on peut toujours se tromper, mais pour être intéressé au personnage, hein, il croit sincèrement à cette religion des droits de l'homme. Hein. Donc on ne peut pas lui faire un procès en cynisme, en opportunisme. Hein. Il a touché à un ressort très puissant de l'époque, hein, l'indignation, les contrefaçons de l'indignation. Parce que c'est une contrefaçon. Ça n'est jamais que la religion ou la musique de l'air du temps. C'est la religion de l'air du temps qu'il met en musique. Hein. C'est quoi cette religion ? Eh bien, c'est les indignados. Hein. C'est Occupy Wall Street, hein, qui sortent de cette matrice intellectuelle, hein, l'indignation, la pseudo-indignation. Que font les gens d'Occupy Wall Street ? Ils dénoncent les 1% qui possèdent la planète. Hein. Mais qui sont-ils, eux ? Ce sont les 1% qui dénoncent les 1% qui dénoncent la planète. Hein. Les 1% de bobos citadins dans le centre-ville, hein, qui vont donner Podemos. Hein. On est vraiment, je trouve, dans l'antiphrase. Hein. Et cette déclinaison de l'indignation, on la retrouve jusque dans la France insoumise. Hein. Puisque les vrais insoumis de la France insoumise sont obligés, sont sommés de quitter la France insoumise. On en sait quelque chose, nous, à Éléments, puisque la personne, c'est Audrey Akotara, qui a fait son coming out dans notre revue, précisément parce qu'il a osé aborder la question de l'immigration, qui est un sujet tabou et interdit. Or, en gros, ces gens s'indignent que leur idéologie soit au pouvoir. C'est le grand paradoxe. Hein. Ils s'indignent de ce que la société ne soit pas assez antiraciste. Hein. On est dominé par l'antiracisme. Ils s'indignent que la société ne soit pas assez indigénisée. On est colonisé par l'indigénisation des esprits. Ils sont indignés de ce que la société n'est pas assez féministe. Hein. On ne peut pas traverser Paris sans voir des affiches sur les féminicides. Hein. Donc en gros, ils se révoltent contre quelque chose qui n'a pas lieu de se révolter. C'est en quoi ? Et c'est en cela, on reprend le mot de Guy Debord, c'est le vrai est un mouvement du faux désormais, c'est que la révolte est un mouvement de l'absence de révolte. Hein. C'est une révolte de mutins de panurge, pour citer Philippe Muret. Je trouve aussi que dans ce discours des droits de l'homme, il y a aussi beaucoup de narcissisme. On aime être évidemment du côté des droits de l'homme, on aime être du côté des insoumis, on aime être du côté des gens qui sont indignés, parce que c'est plutôt plus agréable que d'affronter le réel, et de l'affronter peut-être de manière un peu plus virile, en montrant que le réel résiste parfois, qu'il y a des inégalités, il y a des gens méchants. Voilà, tout le monde n'est pas appelé à participer à tous les gars du monde qui vont se donner la main pour prendre le poème de l'horrible Jacques Prévert comme poète, hein, pas comme scénariste. Donc il y a quelque chose de très narcissique. Et alors aussi, c'est que je crois que il faut dire que Stéphane Hessel était un grand anticolonialiste. Hein. Il avait pris position au moment de la guerre d'Algérie. Et je trouve que c'est très amusant parce que j'ai l'impression que ce retour de l'anticolonialisme, ce discours, était une manière très narcissique pour l'Occident d'être toujours au centre du monde. L'Occident, à l'époque de Kipling, se sentait le maître du monde, se sentait le comble de la civilisation. Maintenant, on se sent le comble de la culpabilité et de l'abomination. Mais c'est toujours une manière de centrer les caméras sur nous, en quelque sorte. François parlait à propos de Stéphane Hessel de figure de contrefaçon. Alors Stéphane Hessel n'est pas du tout, c'est une belle figure, ce n'est pas une figure de contrefaçon. Pour moi, c'est la figure du moule pâle de la grande bourgeoisie, puisque c'était un homme qui a toujours été extrêmement installé, en fait, avec, au fond, des positions de beau rôle, même dans les moments tragiques. Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est que Stéphane Hessel a été grand résistant, était décoré de la résistance, et effectivement, il a été prisonnier, il a été déporté, et il a des actes d'héroïsme, il s'est évadé, il a été torturé. Il a un CV extraordinaire. Oui, en fait, il coche quand même toutes les cases de la respectabilité grande bourgeoise. Effectivement, ces grandes familles, il est né allemand, effectivement un mélange d'origine juive, de la grande bourgeoisie allemande, matinée de protestantisme, et il a toujours été un peu au bon endroit, au bon moment, tout le temps. C'est un peu facile de dire ça pour des actes d'héroïsme de la résistance. Donc c'est une figure, effectivement, d'assez grande dignité, et qui pourtant est un robinet d'eau tiède. Et effectivement, il est profondément romanesque. Pour moi, c'est un peu un personnage de bande dessinée ou de dessin animé avec une forme de maladresse et de défonceur de porte ouverte. Je crois qu'il y a eu, je crois que c'est William Goldnadel qui avait fait un petit pamphlet il n'y a pas très longtemps qui s'appelait le vieillard main digne, qui était un pamphlet assez drôle, qui dénonçait un petit peu tout ça, le robinet d'eau tiède avec des banalités en permanence. Chez Goldnadel, je pense que c'était pas simplement Chez Goldnadel, c'est très précisément pour tout s'il y a quelque chose à sauver, malgré tout.
même si sa défense de la Palestine a beaucoup de faiblesses, qu'a pointé très justement Olivier. Chez Golnadel, il ne cible que ça. M'étant intéressé, ayant rencontré à l'époque, à ce moment-là précisément, des grandes polémiques autour de Stéphane Hessel, l'ayant rencontré à ce moment-là, on ne ciblait que ça chez lui. Tout le reste, on le tolère. Les sacs de riz de Kouchner, on les tolère. Les French Doctors, on les tolère. Les guerres humanitaires, on les tolère. Mais on ne touche pas à la question de la Palestine. Mais bon, Et oui, pour revenir cette figure un peu de maladresse, puisque c'est un homme qui a toujours... pour moi, c'est quelqu'un qui est à la fois au cœur du problème et totalement à côté de la plaque. Hessel. Donc, encore une fois, le robinet d'eau tiède avec des mièvreries hors sujet, effectivement, et au fond, par une espèce de retournement, une espèce de malhonnêteté absolue. C'était cette grande figure badine presque, de papa gâteau. C'est le gentil papy qu'on exhibe un peu pour apprendre aux gens. Et encore une fois, il a l'aristocratie de ce grand Européen résistant. C'est une famille de patriciens. Aux fonctionnaires et diplomates, mais encore une fois, à chaque fois, avec une espèce, non pas du tout de forfaiture, mais de maladresse et de choses à côté de la plaque. Puisqu'en fait, il n'a jamais vraiment été diplomate, il n'a jamais été nommé ambassadeur, il n'a pas du tout rédigé, je crois. Non, il n'a pas rédigé la charte. Mais il le dit assez honnêtement, ce n'est pas un imposteur. Hessel n'est pas un type malhonnête du tout. C'est pas un imposteur. Il porte une grandeur ratée, comme tu dis. Il a une grandeur ratée, et tout ça pour ça. Et toujours un côté un peu personnage de bande dessinée, un peu gaffeur. C'était un monsieur Afrique à un moment donné, on lui a donné des tonnes. C'est un homme brillant, effectivement, de très grande formation. Il a beaucoup été en Afrique, notamment à l'époque de Mitterrand, assez récente. Et on a toujours mis ses rapports au placard, parce qu'il y avait un côté un peu comme Malraux soldat, où on fait complètement indigent et à côté de la plaque. Et toute sa vie a été un peu comme ça. Et parfois, vous savez, Christophe, les grands hommes sont parfois très, je pense à De Gaulle notamment, peuvent sortir de grandes banalités. Et c'est un mystère. Disons que Stéphane Hessel ne sort que ça. Oui, ne sort que ça. De Gaulle, il n'y a pas que des banalités. C'est le grand mystère. Comment vous expliquez que toute la jeunesse d'Europe, parce que c'est ça ce qui se passe, c'est toute la jeunesse d'Europe va le représenter comme un symbole, et ce livre va être un symbole. Aujourd'hui, ce livre a complètement disparu. Plus personne n'en parle. Je crois qu'on ne serait même pas capable de dire ce qu'il y a dedans. Non, disons qu'il est important désormais pour nous parce qu'il définit une période de notre histoire, un engouement pour ce type de personnage, ce type d'œuvre, ce type de sujet. Pourquoi ça marche ? Olivier l'a pointé du doigt, je crois. La question narcissique est centrale. Aujourd'hui, il y a une culpabilité narcissique. C'est qu'il est très commode pour nous de dire nos parents sont coupables. Nos parents sont coupables du péché de colonialisme. Nos parents sont coupables du péché de déportation, que sais-je. C'est très confortable pour nous, puisqu'on n'a rien fait, on est installés, on est des patriciens, on est des bourgeois, des néo-bourgeois. Et c'est une posture, cette culpabilité narcissique, qui est très gratifiante moralement. Donc pour la jeunesse allemande, pour la jeunesse française, la jeunesse espagnole, c'est très gratifiant, en tout cas la jeunesse gentrifiée, les bourgeois bohèmes, d'apparaître pour des personnages kantiens, des créatures morales, kantiennes, évangéliques. Ça donne de l'estime de soi. Et d'arborer ses stigmates, en quelque sorte. Oui, d'arborer ses stigmates, regardez comme nous sommes intéressants, nous sommes des fils de bourreaux. Oui, des fils de bourreaux, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas des bourreaux. D'où la culpabilité narcissique, cette posture de culpabilité narcissique, par exemple, pour laquelle je maintiens cette notion, mais je le dis, je le redis, c'est qu'aujourd'hui, la révolte est consommée. Donc l'indignation est consommée, ils consomment de l'indignation, ces gens-là. Il faudrait plus dire les indignés. Les indignés, ce sont des alignés. Donc c'est alignez-vous. On ne s'indigne qu'en s'alignant. On ne s'aligne et réciproquement. On ne s'aligne et se normalise qu'en protestant, qu'en se révoltant, qu'en se rébellant. Et ce sont des fictions de révolte, ce sont des contrefaçons d'indignation. À rajouter. Il faut savoir quand même, on terminera par ça, c'est que quand vous dites que Stéphane Hessel est quelqu'un qui ne calcule rien, et effectivement il ne calcule rien, et sur le plan politique, c'est une véritable catastrophe. Je vais vous lire ce qu'il avait en 2011, sorti au journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je crois que mon allemand n'est pas très bon, mais bon. Stéphane Hessel déclare, et vous allez voir que là, sa chute de popularité va tomber très rapidement, mais avec l'âge, on va lui permettre de pouvoir s'en sortir. Il dira « Aujourd'hui, nous pouvons constater ceci, la souplesse de la politique d'occupation allemande permettait, à la fin de la guerre encore, une politique culturelle d'ouverture. Il était permis à Paris de jouer des pièces de Jean-Paul Sartre ou d'écouter Juliette Gréco. Si je peux oser une comparaison audacieuse sur un sujet qui me touche, j'affirme ceci. L'occupation allemande était, si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, une occupation relativement inoffensive. Abstraction faite d'éléments d'exception comme les incarcérations, les internements et les exécutions.
ainsi que le vol d'œuvres d'art. Tout cela était terrible, mais il s'agissait d'une politique d'occupation qui voulait agir positivement et de ce fait nous rendait, à nous, résistants, le travail si difficile. Là, on est dans la... Là, on lui tombe... Oui, mais il ne fait que dire la vérité. C'est que lui a vécu ça. Quand on parle avec des gens de sa génération, qui sont honnêtes, et je le redis, quitte à surprendre les spectateurs... C'est là qu'il manque de politique, en fait. Il n'est pas politique. Il n'est pas politique, il n'est pas opportuniste. Hein. Ça n'est qu'un idiot. On lui a fait un procès en gâtisme. Il faut lui faire un procès en niaiserie. Pas pour ça, puisque pour ça, il ne fait que dire ou redire ce que Sartre a dit. Qu'est-ce que Sartre dit? Qu'on ne s'est jamais autant amusé que sous l'occupation. Et Sartre a beaucoup de choses à se faire pardonner, puisque Sartre, il était en Allemagne en 1938 pour étudier la phénoménologie et Husserl. Il se prend d'engouement pour Heidegger. Et il fait jouer ses pièces, huis clos, les mains sales, à Paris, à la Comédie Française, sous l'occupation. Et il le fait en toute liberté. Il est interdit aujourd'hui de le dire. Mais quand on lit les témoignages de l'époque, de fait, c'est ce qui se passait. Donc pourquoi... Ça veut dire qu'en quelque sorte, pour préciser, François, c'est que l'horreur, on a l'impression que cette période, c'est une horreur continue. Alors qu'en fait, l'horreur était mêlée d'amour, de culture, d'histoire, d'amitié, de promenade. Je pense à l'exposition sur les photos où les gens s'étonnaient qu'à Paris, au Luxembourg, en 1942, on voit des enfants qui jouent au bord de l'étang du lac de Luxembourg. Que les photos étaient en couleur. Les photos étaient en couleur, ben oui, les gamins... C'est pas une période en noir et blanc. Il y a de l'horreur, mais aussi des gamins qui jouent. Les gamins, ça joue. Non, puis l'horreur, malgré tout, elle est confinée à la rue Lauriston. L'horreur est délocalisée. Oui. Et puis à la Pologne. On la renvoie en Pologne, en Allemagne, en Russie. Donc l'horreur, les grands fronts de l'Est sont à des milliers de kilomètres de la France. Moi, ça me fait penser, désormais, le témoignage, notre regard rétrospectif sur l'époque, à des gens qui débarquent en France en 2005 pendant les émeutes. Ah bon, il y a des émeutes en France, mais il n'y a pas d'émeutes à la guerre de l'Est. Eh ben non, les émeutes, elles sont confinées, circonscrites au 93. Donc évidemment, il y a de l'horreur. Mais quand tous les témoignages de l'époque, on est quand même saisi de voir la liberté de la production cinématographique. Plus on s'avance dans la guerre, plus les films sont libres. Peut-être juste pour finir pour Hessel, il y a un côté, à mon sens, de Hessel, il y a un côté un petit peu hors sol et d'une frivolité absolue. Mais d'une frivolité absolue. Avec cette légitimité de grand homme qui plane un peu. Alors, encore une fois, même si pendant la guerre, il en a souffert personnellement, une espèce de frivolité maladroite et qui donne la leçon aux petits jeunes, voilà. Il est hors sol, c'est un homme comme ça qui volette un petit peu. Vu le succès, on terminera là-dessus, vu le succès, François, du livre, aujourd'hui, on n'en parle plus. Sauf dans notre émission, nous on en parle comme phénomène de société. Mais le bouquin est frappé de péremption. Un beau livre de 30 pages, il ne sait pas écrire. Il écrit des niaiseries qui ont des vertus soporifiques. Donc toutes ces conditions réunies font qu'un tel livre n'est pas appelé à perdurer. Il est frappé de péremption dès qu'il paraît. En réalité, sa durée de vie, c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Simplement, c'est un phénomène de société. En tant que phénomène de société, ça le rend intéressant. Pourquoi ce livre-là a autant-il marché ? Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle formule de cette année-là et on se retrouve d'ici 1 mois, 2 mois, je ne sais plus, mais en tout cas... 2 mois. Olivier, 2 mois et Olivier, on vous retrouve le mois prochain. Bonjour. Merci. Chez vous.